Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Télé Djibouti pour votre édition du 22h avec ses principaux faits. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et le ministère de l'Habitat ont engagé des échanges avec les acteurs du secteur du BTP afin de mieux aligner la formation professionnelle avec les besoins du marché de l'emploi. L'Alsace Tajora a effectué un retour triomphal dans la ville blanche après son sacre en deuxième division de la Coupe de Djibouti 2026. Et enfin, concernant la Coupe du Monde de Steinville, le Maroc rejoint les quarts de finale après sa victoire contre le Canada. Bonsoir à toutes et à tous et ravi de vous retrouver sur Télé Djibouti dans le cadre du renforcement du partenariat entre la formation professionnelle et le monde économique. Une importante réunion de concertation a été organisée aujourd'hui autour du secteur du PTP. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, à sa tête le ministre Mostafa Mohamed Mahmoud et sa collègue chargée de la ville, de l'urbanisme et de l'habitat, Amina Abdiaden, ont co-parrainé une rencontre tenue au centre sectoriel de formation professionnelle des secteurs du métier, du bâtiment et des travaux publics. Elle a réuni les responsables des ministères ainsi qu'un large panel d'entreprises spécialisées du secteur. La séance qui a débuté par une présentation du centre avec ses filières de formation, du nombre des diplômés formés ces deux dernières années. Les échanges ont ensuite porté sur les défis liés au stage et à l'insertion professionnelle. Les entreprises ont notamment évoqué les difficultés rencontrées pour accueillir les stagiaires recrutés, les jeunes diplômés, tandis que les responsables publics ont proposé des pistes de solutions pour y remédier. Cette démarche qui s'inscrit dans la volonté du gouvernement de renforcer l'adéquation entre les formations dispensées et les besoins réels du marché du travail, tout en favorisant l'insertion des jeunes. À cette occasion, la ministre de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Amina Abdiaden, a insisté sur la nécessité de multiplier les opportunités de stage et d'emploi pour les jeunes diplômés, rappelant que leur insertion constitue une priorité nationale. De son côté, le ministre de l'Éducation nationale a souligné le rôle stratégique du centre de formation des métiers du PTP qui forme chaque année des jeunes dans les filières clés telles que la géométrie, topographie, la conduite des travaux et d'autres spécialités essentielles au développement des infrastructures nationales. Il a invité ainsi les entreprises à accorder davantage de confiance aux compétences locales. Au cœur des échanges, la ministre de la Ville et de l'Urbanisme et de l'Habitat a rappelé l'urgence de renforcer l'insertion des jeunes diplômés. Dans son intervention, elle a insisté sur la nécessité de multiplier les opportunités de stage, d'emploi, un défi que partagent donc entre les jeunes. L'objectif du centre, c'était de créer, donc monsieur le ministre, c'était l'idée de ne pas avoir un établissement scolaire qui est juste piloté par le secteur public, mais d'avoir un instrument qui forme des jeunes, mais où le pilotage et la gouvernance étaient assurés par le secteur public et par le secteur privé en coordination. Donc il y avait ici une convention qui a été signée entre trois entités qui étaient donc le ministère de l'Éducation nationale, la Chambre de commerce de Djibouti et le ministère de la Ville. Monsieur le ministre, je pense que maintenant, il faudrait qu'après 4 ans, on fasse le point en disant est-ce que ce système de gouvernance du centre est effectif ou pas. Parce que nous ne voulons pas un établissement qui forme des jeunes et qui les lâche dans la nature. Ce qui est aujourd'hui recherché, c'est que les entreprises, en fonction de leurs besoins, parce que c'est vous qui déterminez aussi quels sont vos besoins. En fonction de vos besoins, on puisse donc mettre en place les formations nécessaires. Ce centre puisse donc produire futurs professionnels qui ont les bases. Après, l'expérience, elle s'acquiert en entreprise. C'est sur le terrain que l'expérience arrive. Par ailleurs, nous, au niveau du ministère, on est en train de travailler avec la Chambre de commerce sur la structuration du secteur du BTP. Souvent, j'entends quand on a les appels d'offres, c'est les entreprises étrangères qui prennent les marchés et pas les entreprises djiboutiennes. Pourquoi? Parce qu'on a constaté que malheureusement,
les entreprises djiboutiennes ne sont pas suffisamment structurées. Et là aussi, il faut un renforcement. Et on ne peut pas faire ça, construire un secteur BTP djiboutien qui soit à la hauteur sans vous. Il faut que le secteur privé et le secteur public travaillent ensemble pour qu'on puisse avoir des entreprises qui soient suffisamment qualifiées pour pouvoir donc avoir les contrats de travaux. Vraiment, pour conclure, le centre de formation au métier du bâtiment, il n'est pas fait pour que les élèves qui sortent soient recrutés par le secteur public. Ce centre est fait pour vous, pour les entreprises, pour que le secteur privé à Djibouti puisse assurer sa part de responsabilité dans le recrutement. Le capital humain, c'est ce que nous avons de plus précieux dans ce pays. De son côté, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a mis en avant le rôle stratégique du centre de formation BTP, encourageant ainsi les entreprises à valoriser les compétences locales formées chaque année pour répondre aux besoins du secteur. On l'écoute. Donc, je voudrais ici un peu rappeler rapidement que ça a été très bien dit par la ministre, il s'agit d'un centre sectoriel, un centre au métier du bâtiment, vraiment le spécialisé. Donc, quelle est la meilleure méthode, que ce soit dans la formation, que ce soit dans la gouvernance, que ce soit bien sûr dans l'accompagnement des jeunes à l'insertion, quelles seraient les meilleures propositions pour un accord commun? Je pense que la chose qui est recherchée, c'est l'insertion professionnelle. Nous tous, que ce soit le ministère sectoriel, l'État, vous les professionnels, nous cherchons bien sûr quelle est la meilleure manière de donner déjà à nos jeunes un certain nombre de compétences, mais également après, par la suite, de les insérer. C'est une responsabilité qui nous incombe nous tous, ici autour de cette table. Comment réussir? C'est facile de vous demander un certain nombre de choses, mais également, l'État doit bien sûr faire un contrepartie avec les professionnels. Donc déjà, vous avez de nombreux projets qui sont donc aujourd'hui, machallah, à Djibouti, nous avons énormément de projets qui sont en cours, des projets qui arrivent, et vous avez aussi les marchés publics. L'État, elle fournit d'énormes efforts pour vraiment transformer notre pays, et bien sûr, c'est avec les entreprises professionnelles. Et donc, cet appui de l'État, que ce soit sur les nombreux projets ou sur les marchés publics qui vous sont donc attribués, c'est pas seulement donc l'infrastructure elle-même, c'est pas la construction des infrastructures, mais également c'est l'insertion professionnelle. Derrière, quand il y a tant d'investissements, l'État investit énormément, c'est pour également que ces investissements, ces infrastructures qui sont construites, puissent insérer énormément. Et enfin, en termes de cette rencontre, les participants ont salué la qualité des échanges et l'importance de renforcer la coopération entre les centres de formation et les entreprises. Retour sur ces réactions à présent. Donc l'objectif des discussions aujourd'hui était bien entendu de voir comment on peut insérer les élèves diplômés du centre des métiers des bâtiments dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Et les échanges ont été fructueux, les discussions ont été fructueuses entre les ministres, les deux ministres et les directeurs et les chefs d'entreprise du domaine de la construction. Donc l'idée principale qui a été retenue, c'est encore de travailler main dans la main avec le secteur de la construction et nous allons dans l'avenir proche faire profiter les diplômés qui vont sortir du centre pour un recrutement au sein des grandes entreprises. Il y avait également, la discussion a également porté sur la gouvernance du centre. Les deux ministres ont réaffirmé leur importance à ce que le centre soit gouverné de manière tripartite entre le ministère de la Ville et de l'Habitat et de l'Urbanisme, de la Ville et de l'Urbanisme, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, et enfin la Chambre de commerce qui est principalement représentée par les différents chefs d'entreprise. L'idée également de ce partenariat public-privé, c'est d'asseoir justement comment on peut insérer les jeunes une fois qu'ils sont diplômés et non pas attendre à la fin pour l'insertion, mais commencer dès en amont la formation, le curriculum ainsi que les discussions avec le secteur privé. Donc les échanges ont été fructueux et nous espérons la mise en place d'un comité assez restreint entre les entreprises,
une équipe du ministère de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat et une équipe du ministère de la Formation professionnelle, l'Éducation nationale de la formation professionnelle. Bonjour, salam alaikum, je m'appelle Mahad Omar, directeur de projet chez la société Nalco Construction. Et nous avons été aujourd'hui invités en cette journée avec le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme, ainsi que le ministère de l'Éducation nationale, au sein du centre sectoriel de formation des métiers du BTP, avec les entreprises du BTP, certaines pour parler et avoir une réflexion, un échange sur la manière la plus appropriée pour favoriser l'insertion sociale et l'insertion professionnelle des jeunes sortant de ce centre. Nous encourageons, en tout cas pour notre part, ce genre d'initiative à insérer dans cette réflexion le secteur privé, qui sont les personnes, en tout cas les entreprises qui recruteront à la sortie ces jeunes. Nous avons eu une réflexion en tout cas poussée sur comment favoriser la préférence nationale au sein de ces entreprises lors de leur recrutement. Restons sur l'avenir de l'éducation. Dans le cadre de la modernisation du système éducatif, une session de formation en gestion numérique de l'éducation a pris fin au Centre de formation de l'éducation nationale au CFN. Photo sociale. Le Centre de formation de l'éducation nationale a abrité une cérémonie de clôture d'une session de formation de 3 jours consacrée à la gestion numérique de l'éducation, organisée dans le cadre des efforts du ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle visant à moderniser le pilotage du système éducatif. Cette formation conduite en langue arabe a réuni des cadres issus de plusieurs structures, notamment la Direction des technologies de l'information et de la communication pour l'éducation, le Centre de recherche d'information et de production de l'éducation nationale ainsi que le CFN, animé par 2 experts de l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences, la LESCO. La session a permis d'aborder les enjeux de la transformation numérique, les plateformes éducatives ainsi que les innovations pédagogiques et les outils de gouvernance numérique. Dans son allocution, l'expert de la LESCO a exprimé ses remerciements au Comité national d'organisation et au Centre d'accueil pour la qualité de l'organisation ainsi qu'aux participants pour leur engagement et la richesse des échanges. Prenons la parole à son tour, la secrétaire générale de la Communication nationale pour l'éducation, la science et la culture. Il a exprimé sa satisfaction quant à la qualité des échanges entre les participants et les experts de la LESCO. De son côté, la directrice générale du CFN a exprimé sa gratitude aux experts de la LESCO et aux partenaires, notamment l'UNESCO. La cérémonie s'est achevée par la remise des certificats aux participants bénéficiaires, marquant la reconnaissance de leur engagement. Et voici à présent une série de réactions et impressions recueillies lors de la clôture de cette formation. Nous arrivons au terme d'une formation de 3 jours. Nous sommes restés avec vous et même si notre compréhension de l'arabe n'est pas à 100%, nous avons très bien compris votre implication. Nous avons senti votre enthousiasme et nous avons compris que vraiment les besoins étaient là. Les besoins d'être formés sur cette thématique, mais aussi sur d'autres. J'ai compris aussi que, à travers les propos des experts, qu'ils étaient agréablement surpris. Et ils ont compris à travers vos échanges que Djibouti ne part pas des zéros et qu'il y a un socle, il y a des compétences, il y a des connaissances, il y a des ressources humaines qu'il faudra former davantage, qu'il faudra valoriser. Et nous allons prendre en considération cet aspect des choses. Nous remercions officiellement par l'occasion les experts de la LESCO, les 2 experts plus les directeurs du département éducation de la LESCO. Je profite de l'occasion pour envoyer des salutations sincères au directeur général de la LESCO, Dr Mohamed Ould Amar, et toute son équipe, parce que la LESCO entretient des relations fructueuses et solides avec la République de Djibouti. Donc, je termine par ceci.
Et dans un élan en faveur de la culture et de la création littéraire, la capitale a accueilli dans la soirée de samedi 4 juillet 2026 la cérémonie de lancement officielle de l'Union des écrivains et des littéraires de Djibouti. Organisée au complexe Al-Rahma de Belbela, la cérémonie qui a réuni les personnalités officielles, des intellectuels, des écrivains, des journalistes ainsi que de nombreux acteurs du secteur culturel. L'événement qui a été marqué par une étape importante de structuration de la promotion de la vie littéraire nationale. La rencontre qui a débuté par l'hymne national, suivie de la récitation du Saint-Coran, avant de laisser place aux allocutions officielles, lectures littéraires, poésie, prestations artistiques en arabe, en afar et en somali, illustrant ainsi la richesse et la diversité culturelle du pays. Le ministère de la Jeunesse et de la Culture, représenté par le directeur général de l'NPC, Mohamed Hussein Douali, a réaffirmé son soutien aux initiatives culturelles visant à renforcer l'identité nationale et encourager les créations artistiques. Le ministère des Affaires étrangères, également représenté par le chef du département arabe, Mohamed Douali, témoignant ainsi de l'intérêt institutionnel accordé à la culture. Dans leur intervention, les responsables de l'Union ont salué la vocation de cette nouvelle structure à fédérer les écrivains, accompagner des jeunes talents dynamisés sur la scène culturelle nationale. Ils ont ainsi insisté sur l'ouverture de l'organisation sur l'ensemble des créateurs, à l'ensemble des créateurs et sur son rôle dans la promotion de la production littéraire djiboutienne. La cérémonie a également été marquée par la participation de plusieurs figures du monde culturel et intellectuel, dont le poète penseur Hadji Al-Ghatani, aux côtés de nombreux écrivains et journalistes. L'événement s'est clôturé par un appel à renforcer une coopération entre les acteurs culturels et à consolider le rôle de l'Union de développement du paysage littéraire national avant une séance de photos commémoratives marquant le début de cette nouvelle dynamique culturelle à Djibouti. Et dans un extrait du président de l'Union des écrivains, a déclaré, je cite, « Nous sommes réunis ce soir dans la belle ville de Djibouti pour lancer officiellement les activités de cette nouvelle organisation que nous avons choisi de nommer l'Union des écrivains des hommes de lettres de Djibouti. Avec la volonté de Dieu, cette union se veut un cadre fédérateur rassemblant les écrivains et créateurs ainsi que tous ceux et celles qui soutiennent la littérature et la création artistique. Elle aura pour mission de promouvoir la culture, la pensée et la littérature dans notre pays tout en contribuant au rayonnement du patrimoine intellectuel et culturel djiboutien. Autre intervention de cette soirée dans le directeur de l'NPC, Mohamed Hussein Douali, en ces termes. Plaisir que je prends la parole à l'occasion de cette cérémonie marquant la naissance de l'Union des écrivains et des littérateurs de Djibouti. Je tiens, au nom de l'Agence nationale pour la promotion de la culture, à adresser mes plus sincères félicitations aux initiateurs de cette belle et ambitieuse initiative. La création de cette union constitue une étape importante dans la structuration du paysage littéraire national. Elle témoigne de la volonté de nos écrivains de se rassembler, de défendre la création littéraire et de faire rayonner davantage la culture et la littérature djiboutienne. Aujourd'hui, le livre n'est plus seulement un vecteur de savoir et de transmission de valeurs, il est aussi un levier de développement économique. Derrière chaque ouvrage se trouvent des auteurs, comme vous tous ce soir ici présents, des éditeurs qui vous accompagnent tout le temps, des imprimeurs, des illustrateurs, des libraires, des bibliothécaires, des traducteurs et bien d'autres professionnels qui contribuent à faire vivre toute une chaîne de valeur du livre et de l'édition. Dans un contexte où le développement des compétences constitue un levier majeur de la croissance nationale, l'enseignement technique et la formation professionnelle occupent une place stratégique dans la politique éducative de Djibouti. Pour mieux comprendre cette dynamique, nous vous emmenons au complexe Al-Rahma de Belbela, un établissement devenu un référence en matière de formation professionnelle, immersion
dans ce magazine avec un commentaire d'Ahmed Ahmed. Face à une demande croissante en compétences qualifiées, l'enseignement technique et la formation professionnelle s'imposent comme l'un des principaux leviers du développement économique et social à Djibouti. En dotant les jeunes de savoir-faire concrets et adaptés aux besoins du marché de l'emploi, ils contribuent à leur insertion professionnelle et renforcent leur participation au développement national. Dans cette optique, le ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle poursuit ses efforts pour consolider le système d'enseignement technique et diversifier les opportunités de formation offertes à la jeunesse en adéquation avec les exigences de l'économie nationale et les mutations du marché du travail. Le complexe Ar-Rahma pour le développement à Balbala constitue l'une des expériences les plus significatives dans ce domaine. Depuis l'ouverture de son lycée industriel en 2007, l'établissement a formé plusieurs générations de jeunes, dont nombre d'entre eux ont intégré les secteurs publics et privés ou lancé leur propre activité, améliorant ainsi leurs conditions de vie et leur autonomie économique. Dans le département de l'enseignement professionnel, nous avons deux types de formations, un bac pro de 3 ans et une formation professionnelle d'une année. Comme vous savez, l'enseignement professionnel permet à nos jeunes d'accéder dans le marché du professionnel et de les aiguiller vers des métiers disponibles localement, notamment au niveau de soudure, de la menuiserie, des systèmes de refroidissement, la climatisation, je vais dire, la couture, la mécanique, où nous sommes actuellement dans l'atelier de mécanique, et l'aluminium. Nous avons également l'électricité et l'informatique, où nous avons un programme complet, des ateliers bien équipés, des enseignants motivés. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الطلبة النهاردة ندرس موضوع حقنا توصيل الدائرة 3 لمبات يتحكم بمفتاح طرف السلم. Ce lycée industriel comprend plusieurs ateliers spécialisés dans des secteurs porteurs, notamment l'aluminium, le froid et la climatisation, la métallurgie, la menuiserie et la mécanique automobile. Il abrite également une section de couture qui offre aux jeunes filles de réelles perspectives de qualification et d'insertion dans la vie économique. جامعة الرحمة الطرماوي وهو مسيرة عطاء الآن قرابة 20 عاما من العطاء. Pour sa part, le directeur pédagogique du complexe, le Dr Abdallah Fatouh, a indiqué que la formation dispensée repose essentiellement sur une approche pratique et immersive, permettant aux apprenants d'acquérir une expérience professionnelle concrète et de développer des compétences répondant aux évolutions permanentes des métiers. Le complexe Ar-Rahma, qui existe depuis près de 20 ans, a contribué à former de nombreuses compétences nationales dans les domaines d'activité de l'association internationale Ar-Rahma, bureau de Djibouti. Depuis son inauguration par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, en 2007, le complexe a formé 800 élèves, filles et garçons, au sein du lycée industriel. Par ailleurs, 40 étudiants ont bénéficié de bourses d'études pour poursuivre leur formation universitaire en ingénierie et dans d'autres spécialités au Soudan, en Égypte et en Turquie, grâce au soutien de l'ONG Ar-Rahma, bureau de Djibouti. Ces résultats ont été possibles grâce au soutien du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, ainsi que du gouvernement à travers le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Dans le souci d'améliorer continuellement la qualité de ces formations, le complexe de développement Ar-Rahma poursuit également
le renforcement de ces partenariats avec les institutions publiques et les acteurs de la formation et de l'emploi, dans le but d'adapter davantage ces programmes aux besoins réels du marché du travail et d'élargir les perspectives professionnelles de ces diplômés. بتوجيه من فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلة يحفظه الله، كان اهتمام مجمع الرحمة التنموي منذ البداية بالتعليم الصناعي. Le directeur du bureau régional d'Al-Rahma international à Djibouti, Abdelghani Al-Qourachi, il a affirmé que ces résultats obtenus par le lycée industriel étaient le fruit d'une coopération étroite avec le ministère de l'Éducation nationale ainsi que du soutien constant dont bénéficie le complexe, lequel a permis de développer les programmes de formation et de renforcer leur efficacité. L'enseignement technique et professionnel constitue un levier de progrès et de développement. Il joue un rôle déterminant dans la modernisation du pays, l'autonomisation de la jeunesse et la création d'opportunités d'emploi durables et dignes. Pour sa part, l'ONG Al-Rahma de l'État du Koweït s'est engagé depuis le début de son action à Djibouti à être un partenaire actif du gouvernement de Djibouti dans la promotion du développement durable, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé et du développement social. Au cours de son parcours, le complexe Al-Rahma a établi de nombreux partenariats avec diverses institutions nationales et internationales en vue de former des milliers de jeunes djiboutiens. À cette occasion, nous exprimons notre profonde gratitude à l'État du Koweït, aux généreux donateurs ainsi qu'à l'ambassade du Koweït pour leur soutien constant aux activités du bureau Al-Rahma à Djibouti. Nos sincères remerciements s'adressent également au président de la République pour son appui indéfectible aux institutions humanitaires du pays, ainsi qu'au gouvernement djiboutien et plus particulièrement au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle pour son accompagnement, son encadrement et sa supervision de cette œuvre éducative et sociale. Les performances enregistrées par l'établissement au cours des dernières années illustrent l'intérêt croissant accordé à l'enseignement technique et à la formation professionnelle en tant qu'option stratégique pour la préparation de compétences nationales capables d'accompagner le développement des différents secteurs économiques. Dans un contexte marqué par des besoins de plus en plus importants en main-d'œuvre qualifiée, l'investissement dans la formation professionnelle apparaît plus que jamais comme un choix d'avenir permettant de bâtir un capital humain productif et de transformer les compétences de la jeunesse en une véritable valeur ajoutée au service de la croissance et de la prospérité de la République de Djibouti. Et de là, je vous emmène à Djikil, où le CEMH de Djikil bénéficie dès à présent d'un nouveau pavillon dédié aux enfants. Le centre médical hospitalier de Djikil qui franchit une nouvelle étape dans l'amélioration de ses services avec l'inauguration de l'extension d'un pavillon pour les enfants. Le centre médico-hospitalier de Djikil a accueilli la cérémonie officielle d'inauguration de l'extension de son pavillon de pédiatrie, une réalisation importante visant à renforcer la prise en charge des enfants au sein de la région. La cérémonie s'est déroulée en présence du préfet de la région de Djikil, Hassan Abdi Roblé, du président du conseil régional, Mahad Hussein, de l'ambassadeur du Japon à Djibouti, de la directrice de l'offre de soins du ministère de la Santé, ainsi que du médecin-chef de la région sanitaire de Djikil. Plusieurs responsables administratifs, professionnels de santé et partenaires du secteur sanitaire ont également pris part à cet événement. Cette nouvelle extension comprend 4 espaces fonctionnels. Une salle administrative destinée à la gestion de la coordination des activités du service, une salle de soins équipée pour la prise en charge médicale de patients, ainsi que 2 vastes salles d'hospitalisation dédiées aux enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition aiguë sévère accompagnée de complications médicales. Financées conjointement par l'ambassade du Japon à Djibouti et le ministère de la Santé, ce projet illustre la solidité du partenariat entre les 2 parties dans le domaine de la santé publique. C'est avec un grand honneur que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de la cérémonie d'inauguration de ce projet d'extension du pavillon de pédiatrie dans le centre médico-hospitalier de Djikil.
a réalisé une étroite collaboration avec le ministère de la Santé. Ce projet a permis, grâce à un investissement d'environ 13 millions de francs GPCN, nous avons réussi à augmenter la capacité d'hospitalisation d'environ 100 patients par an à 360 patients maximum par an, renforçant ainsi les capacités d'accueil et de prise de charge pour les enfants. Aujourd'hui, je me réjouis de célébrer avec vous une étape importante vers un avenir prometteur pour la communauté de Kiloise. J'espère que cet investissement contribuera à améliorer l'accès aux soins de santé de qualité et offrir aux jeunes patients une prise de charge médicale de meilleure qualité dans les conditions, tout en apportant un soutien précieux aux familles et au personnel soignant. Enfin, je tiens à adresser mes sincères remerciements à tous qui ont assisté à cette cérémonie. Après l'ambassadeur du Japon auprès de Djibouti, écoutons la directrice des offres de soins de santé auprès du ministère de la Santé pour ses appréciations. Ce projet ambitieux, rendu possible grâce au soutien indéfectible et à la générosité du gouvernement et du peuple japonais, marque un tournant décisif dans la prise en charge médicale des plus jeunes au sein de notre région. En effet, la construction de cette nouvelle extension est bien plus qu'un projet d'infrastructure. C'est un symbole fort de l'amitié agissante et de la solidarité exemplaire qui unissent la République de Djibouti et le Japon. Le Japon est depuis de nombreuses années un partenaire stratégique, constant et visionnaire dans le développement de notre système de santé. Aujourd'hui, cette vision se concrétise directement aux cheveux de nos enfants, qui représentent l'avenir de notre nation. Ce nouveau bâtiment ne sera pas seulement un ajout architectural. Il permettra non seulement de désengorger les services existants, mais surtout d'améliorer de manière significative la qualité, la rapidité et le confort de la prise en charge médicale de nos tout-petits. Les enfants sont certes les plus vulnérables. Leur garantir un environnement de soins adéquat est un devoir fondamental qui incombe à tout responsable. Le Japon a toujours été un partenaire stratégique et un ami fidèle pour notre pays. Cette cérémonie témoigne une fois de plus de l'excellence de nos relations bilatérales et de votre engagement constant en faveur du bien-être des populations et du développement humain. Et voici les propos du préfet de la région d'Ikil qui vient clôturer les discours officiels de cette journée d'inauguration. Aujourd'hui, si nous sommes réunis ici, c'est dans le cadre de l'inauguration de l'extension du pavillon de pédiatrie du centre hospitalier de Dikil. Cette extension qui a été financée par l'ambassade du Japon à Djibouti dans le cadre du projet Casanon. Ces pavillons qui composaient de plusieurs salles d'hospitalisation, une salle de soins et un bureau administratif pour le personnel médical. Cela témoigne du partenariat stratégique entre les peuples et le gouvernement japonais et la République de Djibouti. Le partenariat djibouto-nippon n'est pas un partenariat éphémère, mais c'est un partenariat stratégique qui est basé sur l'amitié djibouto-nippone. À cet effet, nous remercions les gouvernements et les peuples japonais à travers l'ambassade du Japon à Djibouti, ici présent. Et je pense que cet pavillon permettra et contribuera à l'amélioration des conditions de prise en charge des enfants, de nos enfants malades, mais permettra également à nos personnels médicaux d'évoluer et de travailler dans un environnement sain. Enfin, je demande au personnel médical et à leur tête, les médecins-chefs, de prendre soin de cette infrastructure qui sera inaugurée aujourd'hui.
Et je voulais annoncer dans les titres, avec un retour digne des grands champions qu'a vécu la ville blanche, sacrée championne de la deuxième division de la Coupe de Djibouti 2026, la SAS Tadjoura a été accueillie en grande pompe. L'équipe de l'AS Tadjoura, sacrée championne de deuxième division de la Coupe de Djibouti 2026, a effectué son retour dans la ville blanche dans une ambiance de ferveur populaire. Les champions ont été accueillis à l'escale port maritime de la ville par Madame Madina Dimbio, sous-directrice régionale du secrétariat d'État chargé des sports de Tadjoura, Monsieur Saïd Boa, président de la Ligue régionale de foot de Tadjoura, les membres du comité d'organisation du club, ainsi qu'une foule nombreuse de jeunes supporters venus acclamer leur héros. À l'issue de cet accueil populaire, la délégation s'est rendue à la préfecture où le préfet de la région de Tadjoura a reçu les champions. Il a salué leur parcours exemplaire, les a chaleureusement félicités et affirmé le soutien indéfectible de l'administration pour leur prochaine saison en première division. Quant au président du conseil régional et sa vice-présidente, ces derniers ont tenu à encourager personnellement les joueurs et le staff technique en leur assurant de l'accompagnement de l'institution régionale dans ce nouveau défi sportif pour clôturer cette journée de célébration. Et dans l'actualité régionale, après son réception officielle en l'honneur de l'ambassadeur de Djibouti auprès de la Somalie. Dans un esprit de fraternité et de coopération entre les deux pays, une réception officielle a été organisée à Mogadiscio en l'honneur de l'ambassadeur de la République Djibouti en Somalie. Le gouverneur de la région de Benadir et le maire de Mogadiscio, Hassan Mohamed Hussein, a présidé cette cérémonie tenue hier soir en hommage à M. Ousmane Doubed Sobaglé, ambassadeur de Djibouti auprès de la République fédérale de la Somalie. L'événement qui a réuni plusieurs membres du gouvernement et du Parlement somalien et de l'administration régionale de Benadir et des représentants de la société civile ainsi que les membres du groupe Barbarta et de nombreux invités. Dans son allocution, le gouverneur de Benadir a exprimé sa satisfaction d'honorer le diplomate djiboutien, saluant ainsi son rôle dans le renforcement des relations d'amitié et de coopération entre Djibouti et la Somalie, ainsi que l'estime dont il jouit auprès des autorités et peuples somaliens. De son côté, l'ambassadeur djiboutien, Ousmane Doubed Sobaglé, a remercié les autorités et le peuple somalien pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité qui lui a été réservée depuis son arrivée à Mogadiscio. Il a également indiqué que cette réception constitue l'aboutissement d'une série d'hommages avec une victoire convaincante des deux parties. Autre consécration, celui du Maroc qui s'est imposé 3-0 face au Canada. Le Maroc poursuit son parcours impressionnant en Coupe du Monde 2026 en dominant le Canada avec un score de 3-0. Faire de ceci. La sélection marocaine a décroché son billet pour les quarts de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 en s'imposant avec autorité face au Canada sur le score de 3-0 lors de leur rencontre des huitièmes de finale. Dès le coup d'envoi, les Lions de l'Atlas ont imposé leur rythme grâce à une maîtrise technique et tactique remarquable. Dominateurs dans le jeu, les Marocains ont rapidement pris l'ascendant sur une équipe canadienne qui n'est jamais parvenue à inverser la tendance. Solide défensivement, le Maroc a également conservé sa cage inviolée grâce à une organisation rigoureuse et une grande discipline collective limitant considérablement les occasions canadiennes. Et voilà, c'est sur cette information sportive que nous refermons cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous étiez sur Télé Djibouti avec le journal de l'information. Merci à l'équipe de la régie, ceux de la production et ceux de la technique. Et merci à vous aussi de nous avoir suivis sur Télé Djibouti et bonne suite de programmes sur notre chaîne.